tous, merci de nous rejoindre pour cette heure de discussion consacrée à vos préoccupations, à vous, Français installés au Texas, soit à Houston, Dallas, San Antonio et Austin, mais aussi en Oklahoma et en Arkansas qui font partie de cette circonscription, sans oublier la Louisiane, poste de rattachement. Je suis Lorraine Talbot, journaliste au Texas pour French Morning, et avec moi pour m'accompagner tout au long de cette heure, Emmanuel Saint-Martin, fondateur de French Morning. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lorraine, merci à tous d'être là. Et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Valérie Baraban, consul de France à Houston. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Mathieu Rouleau, chef de chancellerie, qui répondra également aux questions des auditeurs. Petit rappel pour les lecteurs de French Morning qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Il suffit de nous rejoindre sur Zoom si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Sur Zoom, c'est pas compliqué. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat ou bien appuyer sur le symbole de la petite main en bas de votre écran pour poser votre question en direct. Nous vous donnerons alors la parole en direct. Notre webinaire aujourd'hui va s'articuler autour de 4 thématiques, à savoir en premier la situation des Français de la circonscription après 2 années de Covid. Nous aurons ensuite une partie consacrée aux élections françaises en avril et juin avec les modalités de vote. Et puis, nous parlerons d'éducation bilingue. Nous ferons le point sur les établissements d'éducation au Texas, à savoir comment ils ont vécu la crise du Covid, rappeler aussi le montant des bourses scolaires et les homologations en cours, un thème très cher à nos compatriotes. Puis, nous terminerons sur les démarches administratives, les rendez-vous, les aides pour votre quotidien, les questions que vous vous posez sur les formalités à faire. Mais tout de suite, nous commencerons donc avec la sortie de cette crise qui a paralysé notre État, surtout que vous, Madame la Consul, vous êtes arrivée en septembre 2021 pour prendre vos fonctions à Houston. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance et la situation dans laquelle vous avez trouvé le Texas, sachant que les gens ici ont été très affectés, les commerces ont beaucoup souffert, le Texas est l'un des 2 États les plus touchés par la Covid aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Merci Lorraine et bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Alors effectivement, je parle et là, moi aussi, j'entends un écho. Donc, je vérifie auprès de vous si vous m'entendez bien. Oui, ça va, d'abord. Merci beaucoup à French Morning d'organiser ce webinaire qui me donne l'occasion de rencontrer plus largement les Français de la circonscription. J'ai très à cœur de les rencontrer, de venir à leur rencontre. Je me suis déjà déplacée à Dallas, Austin. Je me déplacerai bientôt en Oklahoma et en Arkansas, mais je suis loin d'avoir rencontré tous les Français. Donc, merci beaucoup de l'occasion que vous me donnez pour avoir ce contact et cet échange. Alors, comme vous l'avez rappelé, Lorraine, je suis arrivée en septembre 2021, il y a quelques mois, à un moment où on espérait voir la situation s'améliorer. C'était avant le pic d'Omicron qui a été extrêmement puissant à la fin de l'année, au début de janvier 2022. Et déjà, effectivement, après une longue période qui avait frappé la communauté française, notamment. Voilà. Donc, comment j'ai trouvé la communauté? Je l'ai trouvée... j'ai été frappée en fait par la solidarité et la résilience au sein de cette communauté. Effectivement, ça a été une situation extrêmement dramatique pour tous. Et je précise, on dit que ça va mieux, on a entamé la décrue. La situation sanitaire aujourd'hui est meilleure, mais pour autant, nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie. Donc, le premier message, c'est quand même de rester vigilant et de rester extrêmement responsable en matière de respect des gestes barrières et des consignes sanitaires, parce que malheureusement, on n'est pas encore complètement rassuré sur l'évolution de cette situation. Donc, j'ai été agréablement surprise en fait par les actions de solidarité que j'ai notées au sein de la communauté, le travail avec les élus, les conseillers des Français de l'étranger, avec les associations notamment, a, je pense, permis d'atténuer les effets extrêmement pénibles de cette crise. Sans aucun doute, de toute façon, la crise a été une épreuve économique et sociale pour l'ensemble
des habitants, américains et français notamment. Et donc, on a assisté évidemment à un impact économique, à des pertes d'emplois, à des situations parfois dramatiques avec des Français qui se retrouvaient vraiment sans ressources. La souffrance psychologique a été extrêmement importante pour tous, puisque les restrictions de déplacement ont empêché les familles de se retrouver pendant une très très longue période. Donc la situation a été très dure. Pour autant, donc, au moment où je suis arrivée, la situation se présentait sous un jour meilleur et on avait l'espoir effectivement de voir cette pandémie s'éloigner. Et en termes économiques et sociaux, on peut néanmoins noter, quand bien même une fois de plus l'impact a été très fort, le fait qu'il y ait un marché de l'emploi qui soit extrêmement réactif et le fait qu'il y ait pu y avoir des reprises d'activité, des reconversions, des trajectoires finalement qui se sont adaptées à cette situation. J'en veux pour preuve un indicateur qui est celui des aides sociales qu'on a octroyées, des secours occasionnels de solidarité, et le fait qu'il y ait effectivement eu un effort, un besoin important en 2020-2021, et le fait qu'on ait vu que ces dossiers, à la fin de l'année 2021, aient été analysés sous un jour beaucoup plus favorable, ce qui illustrait le fait que la situation économique et sociale des Français concernés s'était améliorée. Donc c'est un tout petit indicateur parmi plein d'autres. Je ne peux pas dire que tout va bien, mais néanmoins, il y a une élasticité du milieu économique et une adaptabilité, sans doute, qui a permis à un certain nombre de Français de traverser cette crise en atténuant le mieux possible ses effets. Alors, je souhaiterais aussi parler de l'équipe et du consulat, qui, comme le reste de la population, a été frappé touché par cette crise. Et je souhaite rendre hommage en fait à mon prédécesseur, puisque c'est lui c'est mon prédécesseur qui a traversé l'essentiel de la crise, pour féliciter l'ensemble de l'équipe qui a tenu le choc. Je souhaite souligner le fait que le consulat général de France à Houston a assuré la continuité du service public pendant toute cette période, modulo une période de fermeture, mais relativement limitée, au printemps 2021. Et donc, là encore, la discipline, le respect des gestes barrières, ces mesures-là ont permis au consulat de continuer à fonctionner, de fonctionner même avec un taux d'activité supérieur à la moyenne, et donc de rendre le mieux possible le service à la communauté française. Alors, merci beaucoup. Alors, une des actualités, entre guillemets, du consulat dans les semaines et les mois qui vont venir, ça va être les élections. Donc, j'aimerais qu'on passe tout de suite. On a quelques questions sur le sujet, et puis ça va être l'occasion de rappeler comment ça va se passer. C'est toujours un élément d'organisation importante pour les consulats, beaucoup de travail pour organiser tout ça. Donc, on va en parler avec vous. D'abord, juste pour commencer, si vous voulez bien, juste pour remettre les choses en place, est-ce que vous pouvez nous rappeler le calendrier, parce qu'évidemment, on ne vote pas exactement le même jour qu'en France. On vote la veille ici pour des raisons de décalage horaire. Donc, simplement pour recaler les choses, si vous voulez nous dire les dates, à la fois peut-être la présidentielle et puis les législatives qui suivront peu de temps après. Et puis après, on parlera de la façon dont tout ça va s'organiser. Volontiers. Bon, Emmanuel, c'est très important, vous l'avez rappelé, effectivement. On vote ici aux États-Unis et en Amérique du Nord un jour avant le jour d'élection en France. Donc, cela veut dire que pour les présidentielles, le premier tour se tient le samedi 9 avril et le deuxième tour le samedi 23 avril. Donc, je répète, c'est bien un samedi que pour les Français de Houston, de la circonscription de Houston et des États-Unis plus généralement, il conviendra de venir voter et non pas le dimanche, pour des raisons, comme vous l'avez rappelé, de décalage horaire. Pour les élections législatives, il y a également un décalage en amont, mais d'une semaine. Et donc, le premier tour des législatives se tiendra le samedi 4 juin et le deuxième tour des législatives le samedi 18 juin. Donc, je répète, 9 et 23 avril pour les présidentielles, 4 et 18 avril pour les législatives.
4 et 18 juin. Juin. 4 et 18 juin. On a eu plusieurs questions sur la question du vote par Internet. Oui. Est-ce que oui ou non, on pourra voter par Internet pendant ces élections? Alors, pour les présidentielles, non, jamais. Pas de doute, il n'y a pas de vote par Internet pour les présidentielles. Pour les législatives, la question reste ouverte parce qu'effectivement, un dispositif est en cours de test. Nous attendons toujours l'homologation technique qui permettra de confirmer de manière définitive la possibilité d'avoir recours à cette modalité de vote. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore. Donc, la question se posera, enfin, se pose toujours et la réponse interviendra voilà, dans les semaines qui viennent. Quelles sont les manières? Donc, on peut voter à l'urne, on peut voter par procuration. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment ça se passe, quels sont les calendriers à respecter, etc. Pour ce qui est de l'inscription, c'est trop tard. Hein. Les dates sont, les deadlines, les limites sont passées. Il fallait s'inscrire avant, je ne sais plus, début mars. Mais, ouais. Bon, alors, on peut reprendre les différents points si vous voulez dans l'ordre. Effectivement, pour qu'un Français puisse voter, quelles que soient les élections, présidentielles ou législatives, il doit être inscrit sur la liste électorale consulaire. Pour les élections présidentielles, la date butoir pour s'inscrire sur la liste électorale consulaire, c'était le 4 mars. Donc, il n'est plus possible, malheureusement, pour un Français qui ne se serait pas inscrit sur une liste consulaire, de voter aux élections présidentielles. Sauf si c'est un Français qui se trouve avoir déménagé depuis dans cette date-là. Il y a un seul cas pour lequel on peut avoir une exception. Mais pour l'essentiel, les Français qui ne sont pas inscrits ne pourront pas voter. Moi, j'invite, si nos compatriotes ne l'ont pas fait, je les invite à vérifier quel est leur statut sur la liste électorale consulaire. Ils peuvent le faire en allant sur le site servicepublic.fr et en vérifiant que leur nom est bien inscrit sur la liste. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour les élections législatives, la date butoir n'est pas encore dépassée. Donc, rien n'est perdu, si je puis dire, pour les Français qui auraient pris du retard pour s'inscrire sur la liste électorale consulaire en vue des législatives. Voilà, ça, c'est pour... Et je répète, une inscription au registre ne vaut pas nécessairement inscription sur la liste électorale consulaire. Donc, il faut bien veiller à travailler, à vérifier son statut sur chacune des deux listes. Maintenant, les modalités de vote. Alors, pour la présidentielle, pour les élections présidentielles, il y en a deux, vous l'avez rappelé, Emmanuel. Il y a le vote à l'urne et le vote par procuration. Donc, le vote à l'urne, cela consiste pour l'électeur à se présenter au bureau de vote le jour de l'élection. Donc, en l'occurrence, le 9 et le 23 avril. Le bureau de vote, eh bien, l'électeur le connaîtra lorsqu'il recevra sa convocation. Si vous le souhaitez, je peux faire un développement sur le dispositif des bureaux de vote prévus. Dans la circonscription, 4 bureaux de vote sont prévus, 2 à Houston et 1 à Dallas et 1 à Austin. Les adresses précises donc seront connues à réception des convocations. La deuxième modalité de vote, c'est un vote par procuration. Donc, un Français qui sait d'ores et déjà qu'il ne pourra pas se rendre dans un bureau de vote aux dates prévues peut charger un mandataire de voter pour lui via une procuration qu'il doit produire. Alors, cette procuration, c'est un document qu'il peut télécharger sur le site maprocuration.gouv.fr et où c'est une action qu'il peut faire à distance, mais en tout cas, c'est une démarche de sa part. Il doit choisir un mandataire qui se trouvera voté dans le même bureau de vote que lui, parce que concrètement, du coup, la même personne ne peut pas aller dans 2 votes qui seraient séparés, qui seraient séparés par une longue distance. Donc, il doit choisir un Français inscrit sur la liste consulaire qui se rendra dans le même bureau de vote que lui et qui pourra voter à sa place. Cette procuration, donc, elle doit être validée par le consulat général ou par un consul honoraire de la circonscription. Voilà, je ne sais pas si j'ai été
Donc, il faut se rendre en personne au consulat pour faire la procuration. Non, il faut remplir une procuration qui sera validée soit par le consulat général de Houston, soit par le consul honoraire qui est au plus près du Français concerné. D'accord. Une petite question d'un internaute qui demande pourquoi il n'y a pas de bureau de vote en Oklahoma ni en Arkansas. Le dispositif des bureaux de vote, il a été pensé au plus près de la géographie et de l'implantation de la communauté française. Et donc, on a effectivement repris, en fait, on s'inscrit dans la continuité. Hein, le dispositif existait déjà pour d'autres élections antérieures. Le plus grand nombre de Français, de la communauté française, se trouve être à Houston, à Dallas et Austin. Donc, effectivement, les Français d'Oklahoma ou d'Arkansas sont invités à se déplacer dans les bureaux de Dallas, notamment. Alors, je vous encourage à poser vos questions. Soit vous pouvez lever la main si vous êtes avec nous sur le Zoom. Si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez laisser les commentaires en direct sur Facebook. Levez la main ou participer dans le chat. C'est ce qu'a fait François en disant « Pourtant, à une époque, on pouvait voter pour les présidentielles via Internet. Je pense que ce fut le cas seulement une fois. » Je ne suis pas sûr. C'est peut-être pas pour les présidentielles. Non, à ma connaissance, ça s'est fait seulement pour les élections consulaires. Mais ça a été envisagé pour les précédentes élections et ça n'a pas été fait. Mais est-ce que Lorraine, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, peut-être on peut passer à la section suivante. Je me tourne vers Mathieu. Si jamais, Mathieu, vous souhaitez préciser des choses relatives aux modalités de vote, entrer plus encore dans les détails, notamment des procurations. Peut-être je peux vous inviter à parler des tournées aussi de procuration que vous allez faire. Oui, merci madame. Bonjour à tous. Alors effectivement, peut-être pour ajouter quelques petites précisions si on a un peu de temps. Pour le recueil de procuration, il y a bien une comparution personnelle du demandeur qui est demandée. Auprès de votre consul honoraire, si vous résidez à El Paso, San Antonio, Dallas ou Little Rock. Austin, je me suis déjà rendu pour faire une tournée de procuration là-bas et je me rends également la semaine prochaine à Oklahoma City. Donc, si certains d'entre vous souhaitent faire une procuration à Oklahoma City, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Pour la procuration au consulat, vous pouvez vous présenter à nos horaires d'ouverture sans rendez-vous et on vous accueillera pour prendre votre procuration. N'hésitez vraiment pas. Contactez-nous si vous avez le moindre souci, la moindre question. Il vous sera nécessaire d'avoir votre numéro national électeur pour établir votre procuration. Vous pouvez le trouver soit sur le site internet service-public.fr, soit en regardant votre carte d'inscription au registre. Si vous allez sur votre espace en ligne du registre des Français établis hors de France, vous pourrez retrouver ce numéro également. Il vous faudra le vôtre et celui de votre mandataire. Mathieu, si je peux me permettre, on peut préciser que vous allez à Oklahoma City le 31 mars, puisque la date est désormais… En effet, le 31 mars, jeudi prochain, 31 mars. Une question d'un internaute qui demande quels sont les papiers officiels que l'on présente pour le vote à l'urne. Oui. Eh bien, l'électeur doit se présenter avec des papiers d'identité français, donc passeport, carte nationale d'identité, si possible en cours de validité, mais des papiers français, y compris expirés, sont recevables. Mathieu, je pense que vous pouvez aussi compléter parce qu'il y a même quelques autres papiers administratifs qui peuvent être… Oui, alors… En effet, il y a d'autres possibilités. Pour faire simple. Cet internaute demande en plus, est-ce que la carte consulaire suffit pour voter? Donc, est-ce que vous pouvez apporter une précision sur quels sont les papiers réels que vous admettez pour le vote à l'urne? Alors, la liste exhaustive, c'est comme Madame la Consul l'a signalé, passeport ou carte d'identité française. La carte consulaire est acceptée si elle montre une inscription au registre en cours de validité. Sont également acceptés tout document délivré par une administration française sur laquelle se trouve votre photo,
votre nom, prénom, date et lieu de naissance. Dans ces cas-là, le document doit être en cours de validité. Donc, c'est par exemple un permis de conduire français. Si vous avez un permis de conduire français en cours de validité, il sera recevable. C'est vraiment, il faut privilégier ces documents-là. Un document français, si possible, en cours de validité, c'est le document qui vous garantira presque de pouvoir justifier de votre identité pour voter. Sont également admis des documents présentant les mêmes caractéristiques délivrés par des pays de l'Union européenne. Donc, pour des binationaux de l'Union européenne, un passeport ou une carte d'identité pourront servir à vous identifier le jour du vote. Par contre, tout autre document est irrecevable. Donc, tout ce qui sera passeport, permis américain, ça ne vous permettra pas de voter. Vous ne pourrez pas voter si vous avez seulement ces documents-là et que vous présentez seulement ces documents-là le jour du vote. Donc, vraiment, en premier, document français. À titre subsidiaire, un document européen, mais surtout pas de document américain. Une autre question. Combien puis-je prendre de procuration? Alors, effectivement, de procuration peut-on prendre pour… en fait, combien puis-je prendre de procuration? Combien de personnes puis-je représenter, en fait? Donc, un mandataire français à l'étranger, un mandataire français à l'étranger peut prendre jusqu'à 3 procurations. Un mandataire français en France en prend une. Très bien, merci beaucoup. Je pense que du coup, on a fait le tour des élections, de cette question des élections, sauf si vous voulez ajouter autre chose. Et Lorraine, on va peut-être passer à la section suivante sur l'éducation. Tout à fait. L'éducation bilingue, c'est un sujet sensible pour nos compatriotes, comme vous le savez, surtout que le Texas recense plusieurs établissements publics ou privés dans les grandes villes. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, Madame la Consul, comment a été géré le Covid dans les établissements? Quel impact cela a-t-il eu? Y a-t-il eu une fuite des élèves comme on peut le penser? Ça, c'est le premier point. Le reste des questions suivront. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan? Volontiers. Alors, effectivement, l'éducation, c'est un sujet très important. C'est un sujet très important pour toutes les familles et pour les familles à l'étranger notamment. Donc, je comprends parfaitement le caractère sensible de ce sujet. Les écoles françaises ou de français en français, cela correspond à plusieurs catégories. La catégorie principale, ce sont les écoles homologuées, c'est-à-dire les écoles qui, du point de vue de l'agence de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, délivrent un enseignement français correspondant aux normes et aux programmes français. Donc, dans la circonscription, il y en a 4. Il y en a 2 à Houston, un établissement à Dallas et un établissement à Austin. À Houston, les 2 établissements concernés, c'est Otty International School et le lycée international de Houston. À Dallas, donc Dallas International School et Austin International School. Donc, ça, ce sont les lycées qu'on appelle traditionnellement les lycées français. Pour le coup, ce sont des lycées, notamment Otty, par exemple, un lycée privé américain, homologué. Mais bon, ça, c'est la première catégorie. Vous avez ensuite une deuxième catégorie qui correspond à ce qu'on appelle aussi des écoles d'immersion, c'est-à-dire un enseignement en français délivré dans le cadre de l'enseignement de cette école, qui peut être une école publique ou une école privée. Et il y a notamment 4 écoles publiques dans la circonscription qui offrent des cours en français. Voilà, ça, deuxième catégorie. Troisième catégorie d'offres de français dans des écoles, c'est ce qui est proposé par les programmes FLAM. Il y a 2 associations qui sont dans cette catégorie et qui travaillent à Houston et à Austin. Et enfin, il y a la catégorie des alliances françaises qui offre aussi un enseignement de français pour des locuteurs étrangers. Alors, comment ces établissements, et je commencerai surtout, je me focaliserai sur la première catégorie, comment ces établissements ont traversé la période du Covid. Le bilan n'est pas, comment dire, le bilan est relativement contrasté en fait. Les écoles ont pu traverser cette période de manière différente et d'une manière générale,
elles l'ont traversé quand même plutôt bien grâce à une excellente gestion de la crise et une gestion de la crise qui a consisté à imposer un protocole sanitaire extrêmement ferme, extrêmement rigoureux et qui a permis aux écoles de fermer relativement peu. Donc la scolarité des enfants, en fait, dans cette circonscription, n'a pas subi des interruptions aussi longues que dans d'autres circonscriptions. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand même déjà un premier avantage. Il n'y a pas une interruption, une coupure trop longue, relativement trop longue, de l'enseignement. Assez rapidement, les écoles ont aussi basculé sur des modes hybrides, sur des capacités à basculer sur du distanciel. Mais une fois de plus, le présentiel a gardé une place très importante. Maintenant, s'agissant des effectifs, l'évolution des effectifs a été relativement variée. Certains établissements ont perdu des élèves parce qu'effectivement, les familles françaises ont pu rentrer. Les familles françaises qui étaient censées venir et alimenter le cycle ne sont pas arrivées. Donc, il y a eu des décalages, des distorsions. Donc, ça, c'est notamment à Houston qu'on a pu observer ce genre de phénomène. Mais paradoxalement, par exemple, à Austin, les effectifs se sont accrus. Donc, voilà, je pense que le bilan n'est pas dramatique. Ça a été une période extrêmement difficile, ça je ne peux pas nier la question, mais je salue la façon dont la crise a été gérée dans les établissements, par les directeurs d'établissement. Et ça a permis aux établissements de traverser cette période sans en sortir vraiment affaiblis, voire mis en péril. Les établissements français de cette première catégorie ne sont pas en péril. Oui, surtout qu'ils ont su développer très rapidement le système en ligne et qui a été très bien reçu par les enseignants qui étaient quand même assez demandés et demandeurs et par les élèves. Donc, on peut dire que là aussi, c'est une nouvelle forme d'éducation qu'on ne connaissait pas avant, en ligne, qui a fortement à contribuer à pallier, je suis d'accord avec vous, à cette pandémie. J'aimerais savoir toutes ces écoles, parce que Houston, surtout Houston, qui a connu un gros essor dans les écoles bilingues, on en est où dans l'homologation, les nouvelles homologations pour le lycée notamment international à Houston? On en est où pour Austin? Est-ce que ça marche par cycle? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus? Oui, excellente question, Lorraine, parce qu'il y a effectivement un point d'actualité qui concerne le lycée international de Houston. En début d'année, donc la décision de Paris a été prise de confirmer l'homologation du lycée international de Houston au niveau de l'école primaire et de prolonger l'homologation sur les premières années du collège. Donc, cette décision d'homologation, évidemment, est une excellente nouvelle pour le lycée international de Houston qui se voit conforté dans ses efforts et qui lui permet d'avoir une stratégie, une trajectoire de développement très positive. Donc, cette décision d'homologation, sans aucun doute, va également contribuer, va aider l'école à accroître ses effectifs et à rebondir, à poursuivre sa trajectoire à la sortie de la crise. Est-ce que, alors parallèlement dans le système public, et notamment je prends le cas de l'école de Mark White, est-ce qu'elle poursuit également son ascension, c'est-à-dire d'ouvrir des classes par palier comme elle faisait CE2, CE1, CE2, CM1, CM2? On en est où aujourd'hui pour les gens qui préféraient le système public? Où en est-on aujourd'hui? Oui, alors effectivement, Mark White, comme expliqué, Lorraine, c'est pour l'ensemble des auditeurs, je le précise, donc une école publique américaine d'immersion, c'est-à-dire qui propose un enseignement en partie en français pour certaines disciplines. C'est une école qui s'est vue octroyer le statut de France Éducation, label France Éducation. Donc c'est effectivement un label qui est octroyé par l'État français, qui vient reconnaître les efforts et la qualité de l'enseignement français prodigué dans cette école. Ça donne à cette école le droit à un certain nombre de ressources qui lui permet de conforter son offre. À ma connaissance,
La situation n'a pas changé ces derniers mois. C'est-à-dire qu'on en est toujours au même niveau de labellisation, en quelque sorte, par le label France Éducation. Alors, qui atteint quel niveau aujourd'hui? CM2 ou est-ce qu'ils envisagent d'ouvrir un collège par la suite ou on en est toujours au CM2, Madame la Consul? On en est toujours au CM2. Je sais que les réflexions et les demandes aussi des parents, de la direction, le but du jeu, c'est évidemment de poursuivre la trajectoire et le développement. À ce stade, le palier vers le collège n'est pas encore franchi. Alors justement, j'avais une question au niveau des aides qu'on apporte pour les familles, pour les aider à scolariser leurs enfants dans le système français. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le schéma, les bourses et le montant alloué en 2022 pour les bourses et quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de ces aides? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus? Oui, volontiers. Donc effectivement, pour les élèves français scolarisés dans les écoles homologuées, il existe un dispositif de soutien par le biais de bourses scolaires. Ces bourses scolaires, elles sont attribuées au regard de la situation financière de la famille, en fonction du revenu, en fonction du patrimoine immobilier et mobilier. Il y a 2 cycles. Il y a un cycle de printemps et un cycle d'automne. Donc 2 réunions par an qui viennent évaluer les dossiers qui ont été déposés en amont pour octroyer ou pas les bourses. Donc, il y a ce qu'on appelle un conseil consulaire des bourses. D'ailleurs, celui de printemps se tiendra bientôt, la semaine prochaine. Et il y a un conseil, une CCB, comme on dit dans le jargon, en automne. Donc, les dossiers sont reçus par le consulat général de France à Houston. Ils sont transmis par les directeurs d'établissement. La commission comprend les conseillers des Français de l'étranger, les directeurs d'établissement, le personnel du consulat. Et je précise à cette occasion, vous l'avez dit en introduction, Lorraine, que nous servons effectivement de poste de rattachement à la Louisiane. Donc, en l'occurrence, c'est la CCB de Houston qui évalue également les dossiers de bourse présentés par le lycée français à la Nouvelle-Orléans. Donc, voilà, les dossiers, donc la commission se prononce sur ces dossiers. Ensuite, Paris donne sa décision et en fonction de la décision, les bourses sont versées. Peut-être Mathieu souhaite apporter des précisions. Oui, simplement pour dire que pour l'année scolaire à venir, 2022-2023, la date limite de dépôt des dossiers est passée. Donc, il n'y a pas de possibilité de rattrapage, sauf pour les personnes qui déménageraient à l'été. C'est pour ça qu'il y a un second conseil à l'automne. Mais pour les personnes déjà établies dans la circonscription, ce sera trop tard pour l'année 2022-2023. Par contre, si vous envisagez déjà pour à l'avenir ou que vous seriez intéressé par les conditions d'attribution d'une bourse, n'hésitez pas soit à consulter notre site internet où nous avons des informations sur les conditions d'attribution, soit à nous solliciter. De toute façon, vous serez prévenu via les chefs d'établissement lorsque cette campagne-là entrera en vigueur. Les bourses, les conditions sont soumises à des limites de ressources et de patrimoine. Donc voilà, vous pouvez regarder si vous rentrez dans ces critères-là. Et si c'est le cas, via votre établissement scolaire, l'un des 5 homologués dont nous nous occupons, vous pouvez déposer vos demandes auprès du consulat. Alors, nous avons une question de la part de Damien qui nous dit « Pour les enfants en high school publique américaine, avec le nouveau Parcoursup, quelles sont les possibilités quand aucun lycée n'offre un parcours en français, par exemple à San Antonio ?» Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Donc, c'est le cas d'un élève français américain. Oui. Ce monsieur nous dit, avec le nouveau Parcoursup, quelles sont les possibilités quand aucun lycée n'offre un parcours en français, par exemple comme à San Antonio? Parcoursup, c'est pour après le bac.
Oui, c'est ça. Donc, Donc, mon enfant est en high school américaine. donc la question, en fait, j'essaie de comprendre. Est-ce que la question, c'est celle de savoir si un élève français, mais qui n'a pas passé le bac français, en gros, a la capacité à s'inscrire sur Parcoursup. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Je pense que Monsieur Rouleau aussi. Ou quelles sont les autres possibilités de faire des études en France? Voilà, quelles sont les autres offres qu'on peut avoir? Alors, je pense qu'il peut s'inscrire sur Parcoursup mais je vous propose qu'on regarde la chose plus en détail et qu'on revienne vers notre compatriote. Mais un élève français, il n'y a pas de raison, on doit pouvoir s'inscrire sur Parcoursup, quel que soit l'établissement dans lequel il est actuellement scolarisé. Il y a peut-être des cas particuliers, des cas spécifiques qui méritent d'être regardés. Alors, un autre internaute qui nous envoie cette question: quelle est la différence entre EF, EGH et les alliances françaises? Ah oui, alors là, effectivement, c'est très différent. Donc, EFGH, c'est donc la version flamme à Houston, c'est-à-dire des cours de français qui sont donnés en dehors des heures scolaires pour maintenir des élèves, enfin des enfants qui sont de familles françaises ou mixtes dans le français. Donc, c'est une relation à la langue française qui est proposée en dehors des heures de classe, normales. Une alliance française, c'est une entité qui donne des cours de français à la plupart du temps des locuteurs qui ne sont pas français. Alors effectivement, il peut y avoir des membres d'une famille française qui ont perdu le lien avec le français et qui du coup ont envie de le retrouver et qui décident d'acheter, de s'inscrire dans une alliance française pour suivre ces cours de français. Donc, effectivement, il peut y avoir des publics identiques, mais l'offre est différente. EFGH, c'est vraiment pour des enfants et d'ailleurs le EFGH intervient le samedi matin au lycée à Outy. C'est une offre qui est proposée dans les locaux du lycée à Outy. Une autre question, toujours dans le même sens, d'un internaute qui prend évidemment EFGH et qui demande pourquoi Dallas ou Austin ne bénéficient-ils pas d'un système calqué sur EFGH? Et Austin dispose d'une association flamme. Vous pouvez redonner le nom, peut-être que cet internaute… Éducation française Austin. Éducation française Austin. On peut là aussi revenir vers l'internaute avec plus d'informations s'il le souhaite. Bien. Et enfin, alors, je ne sais pas si Emmanuel a d'autres questions. Une dernière d'un internaute de ma part qui demande, mais je pense que vous avez déjà répondu, le développement des classes bilingues dans le système public est-il envisagé dans les circonscriptions autres que le Texas? Oui. Alors effectivement, en Oklahoma, il existe déjà 2 écoles d'immersion de ce type-là. Et de toute façon, d'une manière générale, c'est un système que l'on souhaite vraiment soutenir. Pour compléter la première catégorie dont je parlais, à savoir les lycées français homologués, et pour élargir la couverture et l'accès d'un plus grand nombre de familles françaises ou pas françaises, d'ailleurs à la langue française, les écoles d'immersion, c'est vraiment une solution que l'on souhaite favoriser. Alors effectivement, comme je l'ai dit, il y en a 2 au Texas et il y en a 2 en Oklahoma pour l'instant. Pas encore en Arkansas. De mon côté, Emmanuel, est-ce que tu as des questions ou est-ce que… Je pense que sur l'éducation, non, je ne vois pas. N'hésitez pas, hein, mais on pourra y revenir avant la fin de ce webinaire. De toute façon, si vous nous mettez des questions dans le chat ou en commentaire sur Facebook. Je propose qu'on passe du coup à la dernière partie qui est celle sur les démarches administratives. On l'a qualifiée comme ça, mais c'est une manière de nommer ce que tout le monde comprend, avec notamment la question des permanences notariales pour commencer. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur la façon dont ça se passe, sachant que les choses ont changé en la matière et que c'est parfois un peu… confusing, comme on dit pas en français, pour certains de nos compatriotes? Alors, les permanences notariales, elles sont exercées par des personnes qui n'ont pas de lien avec le consulat. Le
consulat ne fait pas de permanence notariale. En revanche, donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont cette capacité à exercer la fonction de notary public. Et donc, c'est auprès de ces personnes-là qu'il convient de s'adresser pour savoir à quel moment l'administré, le compatriote peut se tourner vers eux pour avoir accès à leurs services. Très bien. Tu avais peut-être envie de compléter sur ce sujet. Mathieu n'a pas entendu. Mathieu n'a pas envie de compléter. Non, il y a les consulats n'ont plus de compétences notariales depuis 2019, je crois. Donc, voilà. Effectivement, ce qu'a dit la consul est tout à fait juste. Jean nous pose une question à propos, alors non pas d'un autre type de démarche qui est celui des passeports. Pourquoi y a-t-il 2 mois d'attente pour un rendez-vous de renouvellement d'un passeport? Alors, effectivement, pour les passeports, il faut prendre rendez-vous auprès du consulat et prendre rendez-vous sur Internet. Donc, il y a des plages de rendez-vous et la demande est telle que les plages se remplissent vite. Mathieu, est-ce que vous souhaitez compléter sur ce point? Non, oui, je vais ajouter peut-être quelques points. Il y a beaucoup de demandes, donc effectivement, on tourne vraiment à plein régime. Pour vous donner une idée, l'année dernière, en 2021, on était à 20% de passeports émis en plus par rapport au niveau pré-pandémique. Donc vraiment, l'activité, on est là pour assurer aux Français un service public de proximité, et notamment en ce moment, avec la proximité des congés d'été, les délais se rallongent parce que la demande est plus forte. Donc ça varie tout au long de l'année. C'est plus fort en ce moment. Peut-être que d'ici quelques mois, à la rentrée, ça redescendra un petit peu. C'est vraiment en fonction de la demande. Notre offre, on fait vraiment le maximum. Comme je vous le disais, on est sur des niveaux inédits au consulat. On a délivré presque autant de passeports plus de passeports qu'on n'avait jamais délivrés en une année. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'anticiper toujours au maximum vos démarches de renouvellement de documents d'identité. Les passeports, quand vous arrivez dans la dernière année de validité du passeport, il faut commencer déjà à anticiper, à réfléchir à son renouvellement. Certains États n'autorisent les voyages que si le passeport est encore valable 6 mois. Certains visas, parfois, sont liés aussi à la date d'expiration du passeport ou les autorisations de séjour aux États-Unis. Enfin voilà, donc vraiment, anticiper, c'est le maître mot. Faites vraiment attention à la date d'expiration de vos passeports. Et puis ensuite, tout dépend de l'état de la demande lorsque vous souhaitez faire le renouvellement. En ce moment, c'est un petit peu plus long. En tout cas, nous, on continue d'assurer ce service-là et on délivre vraiment beaucoup de passeports en ce moment. Merci beaucoup. François nous demande toujours à propos des cartes d'identité ou des passeports d'ailleurs, est-ce qu'il est possible de renouveler sa carte d'identité ou son passeport lors d'une tournée consulaire ou est-ce qu'il faut aller au consulat? Tout à fait. Et là, peut-être, Mathieu, on peut en profiter aussi pour que vous rappeliez les tournées passeports que vous avez faites et que vous allez faire. En effet, donc nous organisons régulièrement des tournées à l'extérieur de Houston qui ont justement pour but de permettre aux personnes installées à l'extérieur de Houston de ne pas avoir à venir jusqu'ici pour faire leur demande. On essaye vraiment d'en faire le maximum. Généralement, je me déplace seul, donc bon, le nombre de créneaux reste quand même restreint. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de vous informer à l'avance de la période à laquelle les tournées auront lieu. Vous pouvez trouver ça sur notre site internet. On a une page tournée consulaire où on essaye de les annoncer à l'avance. Ensuite, généralement, environ 1 mois avant la tournée, un email est envoyé à toutes les personnes inscrites dans la région au registre. Donc, à nouveau, un avantage à vous inscrire au registre et à maintenir vos coordonnées à jour, parce que comme ça, vous êtes vraiment informé de l'actualité consulaire et donc notamment de l'annonce des tournées. Et puis ensuite, la prise de rendez-vous se fait également en ligne directement. En ce qui concerne les villes visitées,
Je me suis rendu en fin d'année dernière à Austin. Je me suis rendu là en début d'année à Dallas. Je me rends avant l'été à la Nouvelle-Orléans. Et puis ensuite, on travaille, on planchera sur le calendrier du second semestre. Mais voilà, on essaye de viser les villes principales, Dallas, Austin, la Nouvelle-Orléans, et puis San Antonio également, dans une moindre mesure, Oklahoma City, Little Rock, c'est des endroits dans lesquels on souhaite se déplacer. On travaille pour voilà, aussi en fonction du nombre de Français établis et de la demande qu'on voit dans ces différentes zones géographiques, à mettre en œuvre un calendrier qui permette au maximum de gens d'avoir la possibilité de renouveler leur passeport à proximité sans avoir à faire le parfois très long déplacement jusqu'à Houston. Et El Paso, demande François, qui visiblement habite à El Paso. C'est aussi dans notre viseur. On n'a pas de date à ce stade, mais c'est vrai que on a El Paso dans le viseur, donc on essaiera d'y aller. Bon. Odile souhaitait revenir à la question notariale, parce que c'est vrai qu'il y a parfois un peu de confusion entre les notaries à l'américaine, qui sont simplement des gens qui ont l'autorité de donner un coup de tampon, et ça n'a rien à voir avec les notaires français. Donc, pour un grand nombre d'actes légaux français, ça ne convient pas. Donc, la question d'Odile, c'est quelle solution y a-t-il maintenant que les services de notariat français n'existe plus dans les consulats? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Comment fait-on? Il y a des ressortissants français qui peuvent exercer cette mission parce qu'ils ont obtenu le label pour le faire. Peut-être peut-on envoyer à cette personne une liste de personnes qui sont habilitées à faire ce travail. Là, on parle de ce qu'on appelle les actes en forme authentique. En revanche, si ma mémoire est bonne, vous allez dire si je me trompe, pour ce qui est de légalisation de signature pour actes sous seing privé, ça, on peut toujours venir le faire au consulat. Oui, alors tout à fait. Donc, ce n'est pas du notariat, c'est pour ça que ça n'a pas été inclus tout à l'heure sur la question notariale. Le consulat reste compétent pour faire des certifications matérielles de signature ou des légalisations de signature, le cas échéant. Donc ça, de nouveau, vous nous contactez. Ce qu'on vous demande, c'est de nous envoyer une copie du document concerné pour qu'on puisse vérifier qu'on est bien compétent à le légaliser ou à certifier la signature. Et à ce moment-là, on vous donne rendez-vous et on effectue en effet toujours cette démarche-là. Ça peut se faire également sur des procurations établies devant notaire en France. Donc, il est tout à fait possible, même si vous résidez à l'étranger, de contacter un notaire en France qui va pouvoir vous établir un document et, le cas échéant, pourrait vous demander de faire légaliser la signature auprès du consulat pour qu'il devienne valable. Donc, ça aussi, on peut tout à fait le faire. Il est tout de même à noter que les notaires, depuis l'année dernière, ont la possibilité de mettre en place une procédure qui leur permet eux-mêmes de certifier les documents, même pour des personnes résidant à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez voir avec votre notaire directement pour voir s'il le fait. Autrement dit, la signature électronique est devenue valable, admissible en tout cas pour certains documents, ce qui n'était pas le cas avant, c'est ça? Voilà, alors il y a un certain nombre de conditions qu'il faut vérifier auprès de votre notaire, mais pour certains documents et dans le cadre de la mise en place d'une procédure particulière, il n'y a peut-être même pas forcément besoin de se déplacer au consulat. Mais si vous êtes dans ce cas-là, vous contactez un notaire français et qui vous demande de faire certifier votre signature par le consulat, vous nous contactez, on vous donne rendez-vous. Et c'est aussi quelque chose que l'on peut faire à l'occasion de tournées consulaires. Donc, si vous avez, sur les tournées consulaires qu'on organise, vous avez des documents que vous aimeriez faire certifier ou légaliser, prévenez-nous aussi et puis on peut essayer d'organiser ça à distance, en dehors de Houston. Très bien, merci beaucoup. Jean a une question sur, on revient au passeport. Est-ce qu'il y a une procédure d'urgence si on a besoin de renouveler un passeport pour un voyage qui n'avait pas été programmé pour des raisons de santé ou autre, par exemple? Alors, effectivement, il faut que l'urgence soit documentée et justifiée. Mathieu, est-ce que vous souhaitez poursuivre?
C'est tout à fait ça. Sur urgence dûment justifiée, prenez contact avec nous, on en discute et puis on verra ce qu'il est possible de faire. De nouveau, anticiper le renouvellement de vos documents titre de voyage, ça permet d'éviter parfois ce genre de complications de dernière minute. Mais si vous avez des cas particuliers urgents, en effet, écrivez-nous et puis on voit comment est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a une adresse dédiée, une adresse email dédiée ou c'est l'adresse email générale? L'adresse email générale du consulat info.houston@consulfrance-houston.org. On va la remettre peut-être dans le chat si vous voulez, de manière à ce que tout le monde l'ait. Une question de Blandine qui demande si, durant la tournée consulaire, elle pourra bénéficier de l'enregistrement de mariage et de déclaration de nationalité française pour un bébé, ou faut-il se tourner vers Los Angeles? Oui, pour les actes d'état civil, il faut se tourner vers le consulat général à Los Angeles. Juste une petite précision, c'est si l'événement en question a eu lieu dans notre circonscription. Puisque l'état civil, la compétence ne dépend pas du lieu où vous résidez, mais du lieu de l'événement que vous souhaitez faire transcrire. Donc, si la naissance a eu lieu dans notre circonscription ou en Louisiane, c'est bien Los Angeles. Si la naissance a eu lieu ailleurs, ça peut changer selon le lieu de la naissance ou du mariage. Lorraine, une autre question ou... Alors, j'ai une question qui n'a plus lieu d'être avec les démarches administratives, de Claire qui demande: peut-on savoir si nous pourrons voter à Dallas le 9 avril à DIS Churchill comme de coutume? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. La réponse arrivera dans la convocation. Voilà, la réponse arrivera dans la convocation. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour rappeler, donc la convocation, elle sera envoyée par mail. Donc, il est très important que l'adresse mail ait été bien renseignée déjà. Et deuxièmement, il y a toujours le risque des spams. Donc, j'invite nos compatriotes à être vigilants sur la réception de cette convocation par Internet. Et s'ils ne la voient pas arriver, qu'ils regardent dans les spams et voir, qu'ils s'en inquiètent au bout d'un certain temps s'ils n'ont pas de convocation par mail. C'est qu'il y a dû y avoir une erreur dans la saisie de l'adresse mail. Alors, on revient au passeport. Il y a toujours une question de Laurence qui demande quel est le délai pour recevoir un renouvellement de passeport après avoir eu son rendez-vous. Alors là, c'est 3-4 semaines, mais je laisse Mathieu préciser. C'est ça. On annonce de 3 à 5 semaines. Et on a ce battement de 2 semaines. Pourquoi? Parce que les passeports sont fabriqués en France par l'imprimerie nationale, puis nous sont transmis par la valise diplomatique et on la reçoit toutes les 2 semaines. Donc voilà pourquoi il peut y avoir un battement de 2 semaines selon le moment auquel votre passeport arrive à l'envoi. On va passer au tout dernier chapitre qu'on voulait évoquer, c'était celui des aides qui sont disponibles pour les Français. Est-ce qu'il y a une liste quelque part? Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut accéder et arriver à bénéficier de ces aides? Quels sont les différents critères, etc. Comment se passent les choses? Oui. Donc, il y a des aides sociales, effectivement, qui sont disponibles. Le détail est sur le site Internet. Il y a des allocations de solidarité, des allocations handicapées pour enfants, pour adultes, des allocations à durée déterminée. Donc ça, c'est un spectre d'aides de routine en quelque sorte. Il y a eu pendant la période du Covid des aides exceptionnelles qui ont été octroyées pour pallier les circonstances exceptionnelles auxquelles les ressortissants ont pu être exposés. Peut-être je saisis l'opportunité aussi pour signaler le fait que, à titre d'aide, un OLES a été créé. OLES est un acronyme pour désigner les organismes locaux d'entraide et de solidarité. Et donc, c'est une association, ce sont des associations qui sont créées pour venir compléter l'action du consulat et venir en soutien aux ressortissants. Donc, il y a une OLES dans la circonscription qui s'appelle
SOS French in Texas, qui a été créé par mon prédécesseur avec les conseillers des Français de l'étranger. Donc, c'est l'exemple aussi de ce que je citais en début, c'est au début du webinaire, c'est-à-dire ce que j'ai constaté comme étant une solidarité et une entraide entre les membres de la communauté, et le fait que voilà, cette OLES vient compléter l'action du consulat. Donc, il y a des aides matérielles, des aides financières, mais il peut y avoir aussi des aides d'une autre nature, de conseils, de soutien psychologique, et ça, ce sont des aides qui sont apportées notamment par des organismes comme les OLES. Donc, pour le détail des aides, ce que je invite les internautes à faire, c'est aller sur l'onglet correspondant sur le site qui détaille relativement les choses. Les calendriers sont différents. Et si vous avez la moindre question, et si vous souhaitez savoir si vous êtes éligible pour telle ou telle aide, je vous invite à nous écrire parce qu'on est là justement pour vous accompagner, vous aider à remplir les dossiers. Merci beaucoup. Merci. On arrive quasiment au terme de cette heure ensemble. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation, tous les deux, d'avoir répondu aux questions des Français de la circonscription ou d'ailleurs qui ont bien voulu nous suivre. Merci beaucoup et merci évidemment à Lorraine depuis Houston d'avoir animé cette session. Jean, une dernière question. Quelle est l'adresse email? Alors, l'adresse email est juste au-dessus, Jean, si c'est celle-là dont tu parles. L'adresse email peut-être de l'onglet aide sociale. Ah, donc le lien. Alors, on va aussi mettre le lien. Je présume, parce que je suis arrivé à ce moment-là. Voilà, oui, exactement. On mettra le lien pour qu'il soit disponible. Sinon, vous retrouverez aussi toutes ces infos, évidemment, sur le site du consulat et sur French Morning. On a consacré d'ailleurs un article sur le sujet des aides il y a peu de temps. Je suis en train de voir si je peux en même temps parler et mettre l'adresse en commentaire. Sinon, on le fera et vous trouverez tout ça sur frenchmorning.com et sur l'adresse du consulat. L'adresse, le site internet du consulat, vous voulez nous le rappeler? C'est consulgénéral-houston.org. C'est même houston.consulfrance.org et je le mets, voilà, hop, je le mets tout de suite dans le chat pour ceux qui nous suivent sur Zoom. Vous pouvez retrouver toutes les infos là. Merci encore, merci à tous les deux de nous avoir d'avoir été avec nous pendant cette heure et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à tous de nous suivre sur French Morning. À très bientôt pour d'autres articles, d'autres webinaires et d'autres aventures. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.